Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast MLS Franco, l'édition du 4 avril 2021. Je tiens à vous souhaiter une joyeuse Pâques. Je rejoins à l'instant mes deux collègues, Arius et Richard. Salut les boys, ça va bien? Ouais, ça va très bien, toi. Good. On a eu quelques difficultés, on est un peu en retard. Je n'étais pas capable de rejoindre, d'entendre finalement les propos d'Arius et de Richard. Mais là, tout est réglé, je les entends super bien. Alors, on est là pour une nouvelle édition de MLS Franco. Ce soir, on essaie de découvrir quels seront les meilleurs joueurs en MLS en 2021. J'ai fait, il y a quelques heures, finalement, un sondage sur la page MLS Franco, sur la page du podcast Bleu, Blanc, Noir pour savoir qui allait terminer en tête des marqueurs de la MLS en 2021. J'avais marqué Blaise Matuidi, Carlos Vela, Brenner et Nani. Et j'ai eu plein de commentaires sur Matuidi. Alors, Sam Bluto qui nous dit comment Matuidi peut se retrouver dans ces choix-là. Et je suis vraiment content, Sam, que tu as fait ce commentaire-là. Gros Benji qui dit n'importe quoi. Et je vous explique sans plus tarder. Toute la semaine, je me suis fait troller par des Européens qui me disaient « Laisse tomber le foot, les Canadiens n'y comprennent rien ». Et là, je disais, la MLS, elle progresse vraiment bien. Les fans suivent de plus en plus, connaissent bien le soccer. Puis là, il m'a dit, non, je suis certain que plusieurs pensent que Matuidi pourrait terminer en tête des marqueurs. J'ai dit, quand même pas. Je vais te prouver le contraire. Alors oui, on voit que les fans connaissent ça. Alors, ils ont tout de suite identifié que ça se pourrait pas. Alberto nous dit, Rui Diaz, Cavallini, Montero, Chicharito, Zele, Ryan, Joseph Martinez également dans les suggestions. Bref, il y en aura de toutes les sortes ce soir. On va pouvoir analyser tout ça. La saison dernière, Diego Rossi qui termine en tête du championnat des buteurs de la MLS en 2020. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible cette année de le voir là? Avec un Carlos Vela qui pourrait être en santé, ça se peut pas. Ça va dépendre aussi de la gestion de Bob Bradley, mais Rossi l'a quand même bien prouvé durant la saison sans que Vela soit là. Il a quand même marqué 14 buts durant la saison passée. Donc, ça va être lui vraiment de prendre le galon puis de prendre le prochain step pour aller en Europe. Donc, c'est ça. Écoute, je crois que ça va être un beau challenge cette année avec Rossi puis un Vela en bonne santé. Mais il suffit juste que les deux joueurs restent en bonne santé tout au long de l'année, avec quand même un horaire qui va être super chargé. Et puis en même temps, que les joueurs restent, tout ce qu'on va construire alentour de ces joueurs-là reste en bonne santé aussi pour que ces joueurs-là continuent à performer. Quand même avec 14 buts, c'est quand même 14 buts. Puis avec Berry qui suit avec 12 buts. Donc, on voit que Rui Diaz aussi, c'est des équipes qui vont être très compétitives aussi cette année. Donc, ça va être très challengé pour eux aussi cette année. Est-ce que des équipes qui se partagent justement les forces de frappe, si je pense par exemple à à l'Inter justement qui aura un Higuaín, un Pizarro, est-ce que c'est plus difficile pour eux dans le fond? Est-ce que ça va séparer un peu le bilan comptable, si je peux dire comme ça, que par exemple un Brenner qui sera la principale force de frappe pourrait se hisser devant les autres? Mais c'est sûr que quand tu regardes la comparaison entre Cincinnati et Miami, tu vois que les deux équipes sont tellement pas pareilles au niveau de la profondeur. L'Inter Miami, c'est vraiment axé sur l'offensive. Tu prends des joueurs comme Pellegrini, Pizarro, qui n'a pas été bon la saison dernière, mais qui a quand même montré des bons atouts offensifs. Tu as maintenant Higuaín qui est avec t'as son frère, je pense, Federico Higuaín, qui est avec l'Inter Miami. Donc, si tu prends cette équipe-là, c'est vraiment une équipe, on va pas dire style européenne, mais qui a vraiment comme un très gros potentiel offensif à comparer de Cincinnati qui a juste Brenner. Il y a quelques bons joueurs qui ont été pas mal bons durant le tournoi de MLS is Back, mais ça va être un peu compliqué pour Brenner. Mais
malgré son talent incroyable, je pense qu'il va plutôt bien se débrouiller durant la saison. Est-ce que, je fais une petite aparté, là, je sors des meilleurs joueurs. Est-ce qu'une équipe comme l'Inter de Miami, Richard, tu le disais, c'est une équipe qui va être énormément axée sur l'offensive. Si moi, personnellement, demain matin, on m'offre d'aller voir n'importe quelle équipe de la MLS, j'avoue que j'ai un faible pour l'Inter de Miami. C'est une équipe qui, selon moi, va m'en donner pour mon argent. C'est une équipe que je vais aller voir, qui vont m'exciter à regarder jouer, qui vont être intéressants, qui vont être hyper créatifs en phase offensive. Et je comprends que souvent on dit une équipe, ça se bâtit de l'arrière vers l'avant. Et il y a des équipes qui sont très efficaces défensivement, mais souvent, sans dire que ça fait des matchs plates, c'est beaucoup moins enlevant comme spectacle. Alors, une équipe comme l'Inter de Miami, est-ce que c'est une équipe qui, selon vous, est la nouvelle, si on veut, MLS et ce qu'on veut amener avec un spectacle vraiment excitant et de l'émotion? Si Richard me permet, moi, je pourrais te dire oui. Et puis, en même temps aussi, c'est une équipe que les gens ne devraient pas... Qui a beaucoup d'argent. Qui a beaucoup d'argent. Puis, ce que les gens doivent comprendre maintenant, ce que les Américains essaient de mettre sur pied, c'est que qu'il soit une équipe expansion ou une équipe de 10 ans ou 15 ans, on veut que l'équipe soit tout de suite compétitive. Puis, je peux vous garantir une chose, que Miami va être très compétitive parce que ils ont un propriétaire qui connaît très bien la MLS. Oui. Et puis, ils ont des joueurs qui connaissent très bien la MLS. Donc, on voit que ce repêchage-là qui a été fait, puis cette équipe-là qui a été mise sur pied, c'est pas une équipe qui arrive, puis les gars n'ont aucune idée c'est quoi la MLS, et puis qu'ils vont se battre tout au long de l'année. Non, c'est une équipe qui est allée chercher de l'expérience et qui a un owner qui a beaucoup de prestige, qui, je pense, qui veut tout de suite investir, puis gagner exactement. Et puis, comme tu dis si bien, comme Richard a dit si bien aussi, ben ça va être une belle équipe à regarder tout au long de l'année. Puis pour faire un peu de millage, 30 secondes, Richard, sur ce que tu dis, Arius, si je regarde la saison dernière, Nashville a quand même pas fini dans les bas-fonds. C'est une équipe d'expansion qui a quand même tiré son épingle du jeu. Et quand tu dis que les équipes d'expansion vont essayer d'investir et de prendre les premiers plans, on voit par Miami, qui est une équipe jeune, Atlanta United, malgré tout, est une équipe qui investit énormément sur son branding, son image et sur le terrain. Donc, effectivement, les dernières équipes arrivées sont des équipes qui vont pouvoir surprendre. C'est sûr que Cincinnati est peut-être l'exception dans ce cas-ci. C'est peut-être pas le même marché ou le même investissement, mais on le voit quand même avec un Brenner que il y a de l'effort qui est mis là dans ce sens-là. C'est voilà. Vas-y, Richard. En fait, c'est juste pour venir appuyer sur ce que tu viens de dire. Si, exemple, je compare Minnesota à leur première saison, c'était pas vraiment une équipe vraiment extravagante au niveau du jeu. C'est pas un marché qui est très attrayant, mais ça a pris du temps. Donc, ça prend vraiment un processus. Et je pense qu'avec le fait que Quintero était là la première saison à Minnesota, même la deuxième, si je me trompe pas, ça a juste comme éclore un peu le potentiel que cette équipe avait. Donc, si, exemple, tu prends Nashville, c'est plus une équipe de style pragmatique qui est très défensive, mais qui n'a pas beaucoup d'offensive à l'avant. Donc, c'est sûr que ça prend du temps pour ces équipes-là, justement, qui arrivent en MLS. Ouais. Parce qu'en MLS, je pense que c'est encore... Souvent, on dit, en MLS, si tu veux gagner, il faut que tu marques plus que ton adversaire. Il y a certains matchs, des fois, en Europe, qu'on regarde, puis c'est vraiment l'équipe qui va sortir une clean sheet, c'est elle qui va gagner. Mais c'est vrai qu'en MLS, il y a certains matchs, puis c'est pas vrai pour tous les matchs, mais il y a certains matchs qui se comptent beaucoup de buts. Alors, le fait d'être capable de marquer, trouver le fond du filet, souvent, ça va être un gage de succès en MLS. Ça, c'est sûr. Oui, un peu plus dans l'Ouest, ce que tu dis, JF, qui a beaucoup plus de buts que dans l'Est. Mais effectivement, oui, on voit que c'est une ligue qui veut vraiment s'axer sur l'offensive et puis qui aille beaucoup de buts. Donc, puis l'Est, c'est un peu différent, par exemple. Mais définitivement, dans l'Ouest, on voit que c'est une ligue qui veut vraiment axer sur l'offensive.
Le sondage que j'ai fait tantôt était pas très long, mais Carlos Vela s'en sort quand même haut la main sur les joueurs qui risquent de terminer au sommet des marqueurs de la MLS. Richard, ces choix-là, JF, si je me trompe, ces choix-là, est-ce que c'est toi qui les as mis ou c'est... Oui, je les ai mis à peu près. Amis, okay. Je regardais la liste. Dans le fond, je me suis fié à une des listes de la MLS sur les meilleurs joueurs. Donc, à part Matuidi, j'ai essayé de prendre des joueurs là quand même à un certain profil offensif. Mais c'est sûr que il y en a plein. Il y en a plein qui sont là. Alberto nous disait Rui Diaz, Cavallini, Montero, Chicharito, Zeller Ryan. Joseph Martinez pourrait également tirer son épingle du jeu. Et quand je regarde la situation la saison dernière, on a Rossi, Beric, Rui Diaz, Zardes, Mueller, Aquinola, Molino, Pozuelo. Bref. Pozuelo. Même un Pato pourrait surprendre aussi. Je pense que oui. Mais Richard, on va y aller avec Richard. Richard, tu dois avoir une liste. Ouais, en fait, moi, j'ai pas mis Vela dans mon numéro 1. En fait, j'ai mis Joseph Martinez parce que c'est quelqu'un c'est sûr qu'il revient de blessure d'un ACL. Donc, Joseph Martinez, on le connaît parce que c'est le meilleur buteur de la Ligue, de l'histoire, en fait. Donc, à son premier match avec Orlando cette saison, Joseph Martinez va pas vraiment se contenter de rester là en tant que spectateur. Il va vraiment comme donner le maximum sur le terrain. Et on le connaît en tant qu'attaquant. C'est quelqu'un qui est très fougueux, qui aime se porter vers l'avant. C'est vraiment un renard de surface. Donc, je m'attends vraiment à ce que ce soit lui le buteur numéro 1 de cette ligue, en fait. Et il va être quand même bien appuyé cette saison, Martinez. Ouais, t'as beaucoup d'atouts offensifs. C'est ça, exactement. Donc, question de l'alimenter, ça devrait pas être un problème, là. Ah non, déjà que t'as Rossetto, t'as Barco, il y a encore beaucoup de noms. T'as Sosa qui est plutôt un milieu défensif et capable d'apporter beaucoup de soutien à l'avant. Donc déjà là, ce qu'on disait au début, c'est vraiment que les équipes qui sont beaucoup plus fortunées ont beaucoup plus de ressources en avant que les équipes un peu plus pauvres, entre parenthèses. Donc, ça démontre aussi l'inégalité en même temps que les équipes sont bien gérées aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu as identifiés, Richard, qui pourraient sortir du lot, que personne verrait venir? Je donne un exemple. Je pense que la saison dernière, Romel Kyoto fait quand même très, très bien avec ses 9 buts. Ça le place là ex aequo, en tout cas pas loin du top 10, mais ça le place ex aequo avec plusieurs joueurs. Mais je pense pas qu'au début de la saison, si on aurait demandé aux gens, inscrivez le top 10 des joueurs MLS, les buteurs, je suis pas sûr que Romel Kyoto sortait dans cette liste-là de bien des observateurs. Y a-t-il des joueurs qui pourraient surprendre? Il y en a un que tu as déjà mentionné aussi, il s'appelle Robert Beric, 12 buts à Chicago. Déjà là, Chicago, c'est pas le plus gros marché. Et déjà que c'est une équipe plutôt moyenne avec la perte de Mihailovic qui est rendu chez nous. Donc, déjà là, le fait que Beric arrive dans une équipe plutôt moyenne et d'inscrire 12 buts, c'est plutôt impressionnant puisque c'est plus un profil similaire, on va dire, à la Olivier Giroud, dans le sens qui est plutôt multidimensionnel, capable de soutenir la défense, capable de courir derrière les défenseurs. Et c'est ce que la MLS aussi recherche dans le sens que c'est des joueurs plutôt physiques, mais capable d'être bon au pied. Donc, Robert Beric, c'est pour moi ça va être lui la plus grosse surprise de cette saison. Et on l'avait mentionné, je pense tout le monde, Arius, Richard, Chicago sera pas encore une fois cette saison une équipe qui va aspirer au sommet. Je pense qu'on les a toutes mis pas mal presque en dehors des séries. Ça va être difficile, une saison difficile pour le Fire. Une saison difficile pour le Fire, mais il reste ce que j'ai vu justement passer sur Twitter, comment cette équipe-là s'est beaucoup rajeunie et puis comment ils sont en train de vraiment se bâtir une belle chimie d'équipe. Ils sont vraiment en train de bâtir une équipe stable à long terme. Donc, ils ont beaucoup de des joueurs qui viennent de l'académie. Donc, ça va être très important pour eux de bâtir une belle saison cette année. Et puis, en espérant de faire les séries par la porte en arrière. Puis que Beric surprend, comme Richard a dit, Beric a quand même eu une superbe saison l'an dernier. Ouais, à 12 buts. Avec 12 buts.
Donc, une équipe qui gagnait pas assez souvent, mais tu avais un marqueur qui marquait quand même assez souvent. Et puis, c'est une équipe qui pourrait surprendre aussi avec les changements qu'ils ont faits. Donc, jeunes, fougueux, et puis ils ont beaucoup d'avenir, donc on ne sait jamais. Il y a beaucoup de potentiel aussi, donc c'est vraiment une question de processus. Ça va prendre du temps du côté de Raphaël Wiki, mais tu sens qu'il y a des bons joueurs qui vont vraiment éclore comme Alvaro Medran, qui était le numéro 10 de cette équipe. Tu as Ali Seda, qui est un jeune ailier argentin, qui est très, très bon selon moi, qui va commencer à prendre plus de galons avec la saison qui va venir. Donc, c'est vraiment une question de processus pour les hommes de Raphaël Wiki. Est-ce que les équipes qu'on a placées, les boys, au sommet, est-ce qu'ils vont avoir des joueurs qui vont s'imposer ou justement, c'est là qu'on voit que c'est le collectif? Tu sais, je pense que à venir jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup parlé des joueurs du Crew de Columbus, mais je pense qu'on est d'accord qu'on a placé les trois, cette formation-là, pas mal dans les sommets. Un peu comme Seattle aussi, mais des gars comme, par exemple, Zardes, Rui Diaz, Morris, est-ce que c'est des joueurs qui vont, comme je disais tantôt, partager un peu les performances plutôt que d'avoir des résultats individuels qui vont être surprenants? Dans l'interne, vas-y, Arius. Vas-y, Richard. Okay. Vas-y, Richard, vas-y. Mais en fait, c'est vraiment une question de compétition du côté du Columbus Crew, dans le sens que les attaquants, t'as comme Bradley Wright Phillips et t'as Zardes aussi. Donc, déjà là, le fait que Wright Phillips est un attaquant très prolifique du côté de la MLS, ça va amener une sorte de compétition à l'interne. Et ça va faire en sorte aussi que le Columbus Crew vont vraiment maintenir leur forme de la saison dernière, en fait. Donc, c'est ça. Exactement. Mais on voit un Columbus Crew, je pense qu'on en a déjà discuté, que c'est pas tout de suite qu'ils se sont dit on s'en va après la coupe, on s'en va en reconstruction. Non, c'est une équipe qui veut s'en aller encore pour une deuxième coupe consécutive. Ils se sont renforcés. Moi, je pense que s'il y a une équipe qui s'est renforcée après avoir gagné la coupe, c'est bien Columbus. Et puis, ils sont prêts pour la saison. Ils ont fini avec 41 points derrière Toronto puis Union. Puis, effectivement, tu l'as très bien dit, c'est une équipe qui a un concept d'équipe. Donc, tu sais, la tâche va être très partagée. Et puis, les joueurs que tu as mentionné, Jeff, c'est eux qui vont faire le travail sur le terrain. Puis tu sais, si je regarde, tu parles de formations qui ont tout fait pour se maintenir, en tout cas, si on veut au sommet, c'est sûr que si on regarde les arrivées de cette équipe-là, quand on va chercher des Kevin Molino, des Bradley White Phillips, Evan Bush, tu sais, je pense qu'on a ajouté à cette équipe-là beaucoup d'expérience. Qui fait qu'on va essayer de maintenir l'équipe au sommet. Donc, on place vraiment le collectif avant les performances individuelles. Ça c'est clair. Qui a toujours été le succès de Columbus Crew. Oui, je pense que oui. Depuis qu'ils sont dans la MLS. Mais est-ce que vous pensez que ça va être comme une sorte de dynastie, un peu comme dans les Seattle Sounders, dans le sens que ils sont tellement bons au niveau de la gestion des joueurs, au niveau du mercato, c'est tellement bien géré que ça va être comme une sorte de dynastie, un peu comme à Seattle. Donc, moi, je pense que ça va être une sorte de dynastie parce que déjà là, Caleb Porter, c'est un gagnant. Il connaît la MLS très, très bien. Donc, ça va être vraiment à lui de gérer son groupe. Et quand tu es capable de développer ton équipe, tu sais exactement où tu vas avoir tes besoins. Et là, l'expérience, comme on a fait cette année, tu vas la chercher poste pour poste. Donc, c'est sûr que Crew de Columbus, à la fin de la présente saison, si, par exemple, Bradley Wright Phillips dit « Moi, j'arrête, je prends ma retraite, par exemple, cette année », ben, ils sont capables de dire « OK, on va changer ce poste-là pour aller chercher une expérience similaire, un profil similaire. » Et pendant ce temps-là, ben, les jeunes montent. Fait que t'as le temps de former tes jeunes pour qu'ils soient prêts à prendre la place sur l'équipe première et à être titulaires. Et pendant ce temps-là, ben, tu ajustes avec des joueurs d'expérience. Je pense que c'est la meilleure formule. Et je pense que c'est dans cette direction-là que veut aller Olivier Renard. Fait que je pense qu'on est en train de monter une structure qui va faire qu'éventuellement, on va être capable de changer juste des profils de joueurs identiques, poste pour poste. Mais avant d'arriver là, faut bâtir parce que chez l'Impact, à l'époque, on n'avait pas ça. Mais
Oui, Richard, pour répondre à ta question, je pense qu'on s'en va vers une dynastie un peu comme les Sounders de Seattle ou encore les Timbers de Portland qui ont quand même là, une belle fiche de réussite. Tu as même mentionné le CF Montréal, mais on parle justement des attaquants, mais Johnson, moi, franchement, je le vois dans ma soupe, dans le sens que c'est un buteur qui va peut-être surprendre les pronostiqueurs. Donc, Johnson, c'est quelqu'un qui est déjà, qui marque beaucoup de buts importants. C'est vraiment le fait des buts importants qu'il faut souligner. Mais c'est un buteur. Je pense que c'est une des raisons pourquoi Olivier Renard l'a amené, Richard, puis t'amènes un bon point. C'est un striker naturel. C'est un striker naturel. Et puis dans la MLS aussi, ce que lui l'amène physiquement dans la boîte, il est très bon aérien. Donc, c'est un joueur qui peut faire la différence à ce niveau-là, sur les jeux arrêtés, sur les corners et tout. Donc, il pourrait être un aussi joueur qui pourrait être surpris. Qui pourrait être dans la trempe de Kyoto, un 8 à 9 buts dans la saison, peut-être. Ben, je pense que oui, je pense que facilement. Et tu sais, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va retenir de lui. Puis j'essaie d'aller chercher sa fiche là, rapidement pendant que je vous parle, mais je la trouve pas pour l'instant. Jensen? Ouais, c'est ça, Jensen. J'essaie de. Ben Jensen, je peux te dire, Jeff, que en Hollande, quand il était avec Everett, il a compté 16 buts en 18 matchs, je pense, puis en première division en Hollande. Donc, compter 16 buts en première division en Hollande, il faut le faire. Puis, je pense qu'il y a eu une autre saison en Bulgarie de 12 buts. Donc, c'est un compteur naturel, c'est un striker. Et puis, c'est pour ça que ils sont allés le chercher au Japon aussi. Je pense qu'il est allé qui joue au Japon. Donc, ça amène un profil aussi différent. Vraiment, un profil différent. Parce que là, on avait des petits attaquants, un peu comme à la Divayo, Paponi, pour les gens qui se rappellent bien de Paponi et de Mankosu, mais Johnson, il est très, très bon au niveau du jeu aérien, comme tu as mentionné, Arius. Et ça va faire du bien au CF Montréal parce que c'est vraiment une de nos lacunes. Mais je pense que oui, je pense que clairement. Et un que j'ai hâte de voir, moi, s'il va pouvoir surprendre, c'est Eric Hurtado, parce que c'est quand même un joueur qui avait pas mal fait dans le passé. Et si je regarde en MLS la saison dernière, c'est quand même 5 buts en 17 rencontres. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Puis là-dessus, il y a juste 3 matchs à titre de titulaire. Donc, c'est un joueur qui a joué comme une vingtaine de minutes là, par match pour les matchs qu'il a été là. Donc, tu sais, est-ce qu'on va l'utiliser pour remplacer Anthony Jackson-Hamel? Donc, un gros 20 minutes en fin de match, ou est-ce que c'est un joueur qui va gagner des minutes de jeu et être plus souvent qu'autrement sur le terrain? Il faudra voir. Là, on va laisser la saison prendre son envol, mais c'est des forces de frappe, effectivement, qui pourraient surprendre. Et chez le CF Montréal, il faudrait pas non plus négliger Sunusi Ibrahim, qui est très jeune, mais qui, selon moi, sera un joueur prolifique éventuellement en MLS. On oublie aussi que... J'ai dit que Johnson était au Japon, mais c'est en Corée qu'il était. OK. Juste pour rectifier l'information. Parfait. Donc, c'est ça. Et donc, en 56 matchs qu'il a joué en première division, excuse-moi Richard, mais il a fait 25 buts, Jeff. 25 buts en 56 matchs joués en première division en Hollande. Fait que comme on disait, comme Richard disait, là, tu sais, c'est ça, c'est un joueur qui pourrait vraiment aller frôler là, les sommets à travers le circuit Garber. Là. Ah oui, vraiment. Vraiment. Mais on oublie aussi personne ne parle de lui, mais moi, franchement, je le vois vraiment haut dans la hiérarchie du CF Montréal, c'est Mason Toye. Vraiment, il est arrivé dans des mauvaises conditions à Minnesota. Le fait qu'il arrive à Montréal, c'est un petit peu compliqué. Déjà là, le fait que ça a été plus compliqué, son adaptation est un peu plus difficile, mais on connaît vraiment le buteur. Ceux qui connaissent vraiment la MLS connaissent un peu plus Mason Toye, dans le sens que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Un joueur de génération Adidas aussi, ce qui n'est pas rien en MLS. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de potentiel, mais je pense qu'il faut pas l'achever tout de suite, mais ça va prendre du temps pour lui. Il y a un joueur qu'on parle pas beaucoup, mais avec New England, c'est Bunbury. Oui.
très intéressant. L'année dernière, il était quand même assez. Puis moi, je pense que lui aussi, il pourrait finir dans les... Il frôlait le top 10 la Il saison frôlait le top passée. 10. Ouais. Et tu sais, les Revs, je les mets sur la même ligne, de mon côté, en tout cas, que le Crew de Columbus. Je pense que collectivement, avec des bouts, avec des bouts que ça, c'est une équipe qui, collectivement, est vraiment bonne. Et je pense qu'ils l'ont démontré à la fin de la saison dernière. Je pense que c'est pas dans MLS is back, c'est vraiment dans les séries, je pense, d'après-saison. Dans les séries d'après-saison, ouais. Exact, ouais. Qui ont quand même bien performé. Donc, effectivement, Bunbury pourrait être un de ces joueurs-là qui va être assez haut sur la liste. Mais il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe-là avec Buchanan. T'as Carles Hill aussi qui est capable d'alimenter ses attaquants. Donc, j'allais dire le Crew, mais les Revs, c'est une équipe qui est très bien gérée aussi avec Bruce Arena. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à se faire, mais Bunbury, c'est quelqu'un qui va être vraiment surveillé aussi durant la saison. Ouais. Est-ce que au travers des U23, que ce soit Canada, États-Unis, il y a un joueur qui vous a marqué et que vous vous dites il pourrait exploser cette année? Ça a été un peu compliqué, mais franchement, Pantémis. Hein? Non, mais Pantémis, vraiment, il a été vraiment bon, malgré ses erreurs contre le Mexique. Il a vraiment progressé, selon moi. Même Mauro Biello l'a même mentionné dans son entrevue que ça va prendre juste du temps, mais il y a vraiment tous les atouts pour être vraiment un très bon gardien dans la Ligue. J'ai pas compris, puis je veux qu'on prenne 30 secondes, là. On sort un peu du sujet du jour, mais c'est pas grave. Le CF Montréal devrait annoncer demain, ou en tout cas dans le début de semaine, la venue de Sébastien Braza, gardien donc de Bologne, qui devrait être transféré au CF Montréal. Lui qui a joué avec Pantémis, justement, avec les U23 sélections canadiennes. C'est un move que j'ai de la misère à m'expliquer. Peut-être Arius, qui est dans le soccer pas mal, tu vas pouvoir m'expliquer ça. Moi, quand j'ai annoncé la nouvelle lundi dernier, je disais, pour moi, c'est la fin de Clément Diop. Semble que le CF Montréal est pas là pour l'instant. On semble vouloir dire on va prêter Jonathan Sirois pour garder un troisième gardien, mais je comprends pas l'avantage de faire venir un joueur de Bologne pour venir l'asseoir sur le banc derrière Diop et Pantémis. Je trouve ça étrange. Moi, dans ma tête, c'était sûr qu'on tassait Diop, que Pantémis upgradait et que finalement, on amenait Breza comme gardien numéro 2, où là, il pourrait avoir un peu de ballon. Là, il y en a qui me disent, Jeff, la saison sera pas facile avec les sélections nationales, avec toutes les pauses, avec les matchs condensés, donc il faut absolument compter sur 3 gardiens, mais tu sais, on en a déjà 3, là. N'emprunter un pour en prêter un, je comprends pas le move. Mais moi, je crois que c'est parce que peut-être que ils avaient déjà un plan pour ce gardien-là qui vient de la Bologne, premièrement. Puis, deuxièmement, je crois que le message est clair, JF, que il faut pousser Diop. Puis, je pense que Diop, dans les dernières années, à part Evan Bush, qui était number 1, je pense que c'est Diop qui est venu pousser un peu Evan Bush vers la porte de sortie. Après, par la suite, tu sais, en tant que gardien, tu sais que tu as poussé le numéro 1 vers la porte de sortie. Dans ta tête, tu es numéro 1. Tu vois pas c'est qui le... C'est officiel, tu es numéro 1. Pas dans le rétroviseur. Là. Mais non, tu regardes pas dans le rétroviseur. Donc, pour lui, Pantémis a peut-être pas l'expérience que lui, il a. Tu comprends? Dans sa tête. Et en même temps, il faut que le club trouve un moyen de pousser ce niveau de compétition-là. Et puis, en même temps aussi, Diop, on s'entend que il y a l'entente de contrat qu'ils ont entre l'Impact et Diop, elle n'était pas tout à fait... C'était pas clair. C'était pas clair. Donc, je pense qu'il y a comme une zone grise entre Diop et entre le CF de Montréal en ce moment. Et puis, pour pousser Diop à compétitionner, on a amené un gardien de la Bologne, puis qui est tout à fait normal, parce que comme tu dis, la saison va être longue, et puis on a besoin de 3 gardiens, puis les blessures arrivent très vite. Et puis, qui sait jamais, peut-être Pantémis va être appelé à l'équipe A, là. Aussi. Pour l'équipe Canada aussi, c'est ça, exactement. C'est possible, ouais, mais même Jeff aussi, tu l'as mentionné, même moi, j'ai pas compris le move au début.
Mais en même temps, en voyant les explications des autres et même en voyant l'explication d'Arius, je me suis rendu compte que finalement, je pense que c'est un bon choix, c'est un bon move de la part d'Olivier Renard et du CF Montréal, du fait que les compétitions vont vraiment être condensées, ça va être très, très proche durant la Ouais. saison. Les blessures vont arriver également. Mais aussi, durant le tournoi, tu pouvais voir que Pantémis avait pris un peu plus de galon, un peu plus d'aisance aussi durant le tournoi. Et je pense que c'est ce qui a fait en sorte que le CF Montréal s'est rendu compte que, Pantémis a évolué, on va comme lui laisser plus de chance. Donc, on va comme mettre plus de pression sur Diop. Peut-être il va le faire en sorte qu'il soit parti. Genre. Parce qu'à la fin de la saison dernière, là, voilà. Sans dire que c'était pas clair, mais là, ça commençait à jaser sur les réseaux sociaux. Qui est notre gardien partant? Est-ce que c'est Pantémis? Ouais. Est-ce que c'est Diop? Puis Pantémis a bien fait à la fin de la dernière saison. Ouais. Et là, Pantémis, je pense qu'il a fait un très bon parcours avec les U23, malgré la déception là, du résultat. Je pense que c'est vraiment pas dû à Pantémis, malgré une bourde majeure sur le but face au Mexique. Mais ça peut arriver dans un match, mais je pense que globalement, la performance, elle est excellente. Donc, là, je me dis, Olivier Renard peut pas se dire, je fais venir un gardien pour tasser Pantémis, c'est impossible. Donc, c'est sûr que à limite, s'il était numéro 2, il est sur le bord d'être numéro 1. Puis là, tu fais venir Breza, mais Jonathan Sirois, personne n'en parle. Donc, c'est quoi le plan avec Jonathan Sirois? Si on le prête en CPL, ouais. Y a-tu un plan? Peut-être qu'il n'est pas encore prêt puis il a besoin encore beaucoup de temps, comme qu'ils ont fait avec Pantémis. Pantémis aussi a dû aller au CPL puis prendre du minute puis du temps de jeu. Puis on en a parlé souvent dans nos podcasts, JF. Nos jeunes ont besoin de jouer. Ça, c'est sûr. Il faut qu'ils touchent la balle. C'est fait que s'ils jouent pas, mais ça va être difficile pour leur développement. Puis, moi, je pense que Pantémis est très proche de devenir numéro 1. Quand? Seulement le temps nous le dira. Puis, en même temps, c'est l'autre compétiteur qu'on amène, mais peut-être qu'il travaille très bien aussi avec Pantémis. Peut-être que les deux se poussent très bien aussi au niveau du développement. Tu sais, tout ça, là, c'est une question de savoir, chimie, puis qui travaille bien ensemble, puis tout. Puis est-ce que les athlètes sont capables de se pousser l'un l'autre dans la sainteté de la compétition, et puis pour pouvoir avoir une belle esprit d'équipe dans le vestiaire, et puis que malgré la compétition. Voilà, malgré la compétition. Donc, tu l'as bien mentionné, si le deuxième gardien, c'est un gardien qui était avec la Bologne et puis qui a travaillé déjà qui était avec le U23, donc ils se sont déjà courtoyés. Pantémis, c'est le gardien, et je crois que l'impact est sur le bon cheminement avec Pantémis. Puis tu l'as bien mentionné, il a eu pour moi, il a eu un excellent tournoi. Cette erreur-là qu'il a fait, c'est une erreur qu'il fallait qu'il fasse. Apprentissage, c'est ça, exactement. L'erreur qu'il a fait, c'est une erreur d'apprentissage. Puis moi, je trouve ça drôle, les gens qui sont rapidement prêts à lancer des pierres sur quelqu'un quand ils savent pas c'est quoi le niveau de compétition. À ce niveau-là, c'est des professionnels, là. U23, c'est des professionnels, Jeff. Donc, même les grands font ça aussi. Même les grands, exactement. Voilà. Donc, pour qu'on tire la balle pour dire qu'il est passé de 0 à 0, ils ont été très durs sur Pantémis, puis moi, je trouve qu'il a eu un très bon tournoi. Tu sais, Sébastien Breza, je vois dans ses statistiques, là, le dernier match de Sébastien Breza avec Bologne était face à Juventus en Série A. Le match est terminé 2-0 et Juventus a gagné le match. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment des plans à long terme. On voit en tout cas Sébastien Breza dans l'optique. Donc, le seul message que je peux percevoir, c'est que Diop, on en est dans les derniers 1000 là, avec le CF Montréal. Ouais, vraiment. Mais je pense que Breza, c'est un prêt, si je me trompe pas. Ouais, ça devrait arriver cette semaine. Là. On devrait avoir les détails cette semaine, mais normalement, ça devrait être confirmé en début de semaine. Mais je ne sais pas si ça va être un détail très important aussi, JF. Le CF Montréal maintenant travaille dans le but de vendre leurs joueurs, leurs jeunes joueurs, de vendre leurs joueurs à l'extérieur en Europe. Donc, on voit que c'est une autre mentalité en ce moment.
Puis Pantémis, peut-être 2-3 ans, s'il continue à bien faire, puis il devient numéro 1, peut-être qu'il va retourner en Europe, Pantémis. Il a tous les atouts en plus, un il a tous gardien les très atouts. moderne. Ouais, c'est ça. Comparé à Diop qui est très fort physiquement, t'as Pantémis qui est plutôt bon au pied, balle au pied, ce qui est très recherché du côté des gardiens européens, puis que c'est comme ça qu'on forme les gardiens généralement en Europe. Donc c'est sûr que ça rajoute une valeur ajoutée pour Pantémis que comparé à Diop. Exactement. Puis, JF, on parle de MLS Franco en ce moment, puis on parlait des U23. Puis, j'amène un autre point très important que j'en ai discuté un peu avec mes amis sur l'analyse de tout du tournoi. Ça paraît pas bien pour la MLS quand l'équipe U23 américain puis U23 canadien, la plupart des joueurs viennent de la MLS, se font sortir puis se qualifient pas pour les Jeux olympiques. Et, tu sais, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris cette qualification olympique-là au sérieux. Ou j'ai l'impression qu'on l'a pris comme si elle était déjà gagnée. Parce que Canada, on se le cachera pas, n'a pas sorti des gros matchs. Mais on a senti que on faisait le strict nécessaire, pas trop. C'est comme si on s'était dit... Regarde, on sait que la saison MLS s'en vient. C'est comme un camp de mise en forme. On va se dégourdir, on va bouger, mais on poussera pas. Puis si on avance, ben là, on mettra tous les efforts qu'il faut. Mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'on s'est dit, regarde, on va y aller mollo. Si on passe, tant mieux. Puis là, on se concentrera sur le tournoi, plus ça va avancer. Mais d'ici là, on va y aller. Question de s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de malchance finalement avec les joueurs. Puis, tu sais, je trouve ça dommage parce que d'après moi, Canada et États-Unis, où ce qu'on essaie de faire la promotion du soccer, puis justement dire, on fait un rattrapage sur l'Europe, on peut pas se qualifier. On peut pas être là. Mais du côté américain, je pense que c'est vraiment une question d'arrogance aussi parce qu'on se voyait déjà qualifié pour les Olympiques. Mais c'est ça le problème des Américains. C'est trop d'arrogance, mais sur le terrain, ils ont tout le potentiel du monde pour aller compétitionner contre les pays européens. Mais je pense que c'est vraiment une question d'attitude du côté des Américains. Du côté du Canadien, par contre, c'est sûr que ça a été un petit peu mal géré. Ben, pas mal géré, mais que peut-être me manquait un peu plus d'envie du côté de Mauro Bello. Moi, je pense qu'on a manqué d'ambition, c'est ça, effectivement. Aussi. Puis également le fait que c'est sûr que la saison va commencer bientôt. Donc, il y a comme une sorte de un restreint au niveau des conditions physiques. Mais encore là, je pense que le Canada aurait dû prendre ce tournoi-là au sérieux. Parce que, tu sais, je regarde, là, vite comme ça, là, équipe américaine U23, Jesus Ferreira qui était là, il y avait, bien sûr, Georgi Mihailovic, Tanner Tessman, on avait quand même plusieurs joueurs qui, tu sais, sans dire connus et établis dans la MLS, là, c'est pas tous des joueurs de premier plan, on s'entend, mais avait quand même de quoi pour, à tout le moins, selon moi, aurait dû battre sans difficulté le Honduras. Facilement, et puis on a vu un peu Altidore se prendre un peu sur Twitter avec avec Waldman, je pense. Ouais, okay. Et ça se tire la balle d'un cours à l'autre pour dire que c'est absurde. Puis on en a parlé. Je te parle de Portland qui avait 2 joueurs, excellents joueurs, qui sont sur l'alignement partant, qui ont été coupés de l'équipe américaine. Donc maintenant, on s'est même questionné sur la sélection des joueurs. Donc c'est souvent ça qui va revenir quand une équipe se qualifie pas pour une compétition. On va se questionner sur la sélection de l'entraîneur. Puis moi, je me questionne aussi sur la sélection des joueurs qui a été fait au Canada parce que pour le Canada, parce que j'ai trouvé qu'on manquait beaucoup de caractère, puis je t'en ai parlé un peu dans le podcast. Je trouvais que c'est une équipe très statique sur le jeu, puis je trouvais qu'on manquait d'envie, comme Richard a dit un peu. Et puis à certains moments, on voyait certains individus voulaient se battre, mais c'était pas collectif. Et puis, il manquait beaucoup d'énergie pour arriver à atteindre l'autre niveau. Puis pour des joueurs qui sont professionnels,
qui sont dans un encadrement professionnel, puis qu'ils avaient le moyen puis le moment de passer à l'histoire, je trouvais qu'il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que, tu sais, quand tu regardes, là, avec des joueurs comme Balou Tabla, avec Buchanan, avec, tu sais, Baldissimo, Cornelius. C'est ça, Cornelius, Zachary Broguillard, tu sais, comment? Zoran Basson. Ouais, c'est ça, Zoran Basson. Fait que, il y avait quand même, là, vraiment une bonne formation qui aurait dû connaître du succès, selon moi, je pense. Et, bon, on en a parlé ensemble, Arius, un peu plus tôt cette semaine. Là. Il y a eu la décision de ne pas faire jouer Alphonso Davies avec les U23. Ouais. Je comprends que bon, la sélection de l'équipe nationale était peut-être plus importante, ou en tout cas apportait à long terme plus de rayonnement pour Alphonso Davies. Donc, de là, peut-être le choix, mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que on avait les atouts sur papier pour gagner des matchs. Puis contre le Mexique, on a décidé qu'on y allait pas, puis qu'on allait gagner juste si le Mexique sortait un mauvais match. Je trouve ça décevant. L'équipe s'est déjà abattue même quand le match a commencé. Tu sentais déjà le body language qui était un peu plus défaitiste parce que oui, on sait que le Mexique, c'est l'équipe à battre de la CONCACAF. Mais j'aurais aimé voir un peu plus d'envie, comme tu as dit, Arius. J'aurais aimé voir aussi un joueur qui s'appelle David Choinière. Ben, je sais pas si David Choinière il a 23 ans ou moins, là, mais j'aurais aimé ça qu'il soit dans cette équipe-là parce qu'elle amène beaucoup de... T'es blessé, je crois. Ouais, je pense qu'il était blessé. Mais il avait amené beaucoup de flashs offensifs du côté de Forge. Même Tristan Borges aussi. J'aurais aimé ça le voir, mais encore là, il y avait des joueurs malheureusement qui n'étaient pas disponibles. Je pense que ça les a rattrapés. Il y a eu des blessures de dernière minute. Mais je trouvais que l'équipe, je l'ai bien mentionné la semaine dernière, ne s'est pas bien acclimatée dans l'environnement au Mexique. Donc, un match très difficile contre Haïti, puis qui était décevant. Bravo pour Haïti, après qui se sont bien remontés au deuxième match mentalement, après ce qu'ils ont vécu dans le premier match. Mais le Canada devait être une équipe mieux préparée, toutes des joueurs professionnels, et puis bon, mais malheureusement, ils ont manqué le bateau. Vraiment, vraiment, puis tu sais, je trouve ça décevant, puis c'est ça, on en a parlé cette semaine, mais moi, je suis d'avis que quand tu rentres dans un match, tu rentres pour le gagner, tu rentres pour au moins le jouer. Et tu sais, on a vu un 5-4-1 contre le Mexique, très, très, très défensif. Je pense que la seule façon qu'on avait de contrer le Mexique, c'était d'y aller tout le contraire, un bloc très, très haut, en se disant, on va essayer de les surprendre, puis là, ils vont dire, wow, il y a une équipe l'autre bord, là. Mais là, on les a tellement laissés monter sur le terrain. On a vu un joueur du Canada seulement franchir la ligne médiane du terrain. Donc, tu peux pas te défendre quand tu es tout le temps pris dans ton territoire. Et je pense que c'était quelque chose comme 75-25 la possession, la première demi. Donc, tu sais, c'était fait. Je pense qu'on aurait mieux été de dire, regarde, on va prendre le ballon, on sera pas inférieur, on va jouer contrôle, remise, on va circuler le ballon, mais à un moment donné, on va y prendre par surprise, on va casser les lignes, puis c'est là qu'on va en profiter. Puis je pense qu'on avait le talent offensif pour le faire. Mais malheureusement... Très difficile collectivement, JF, c'était très difficile collectivement au niveau de la transition à la perte du ballon. Canada perdait le ballon. La pression venait très vite. Il faut le donner aux Mexicains, ils sont très, très, très rapides. Canada gagnait le ballon, puis il reperdait aussitôt qu'il a... La première balle était jamais sécurisée. Il la perdait aussitôt qu'il la gagnait. Donc, difficile de trouver tes attaquants, difficile de trouver tes ailiers, difficile de garder un momentum, difficile de garder un rythme de jeu. Puis, difficile de garder de l'énergie quand tu cours après le ballon tout un match. Même aussi, la perte de Cornelius, ça fait mal à la défense. Oui, ça fait mal à la défense. C'était le pilier de la défense. Le pilier. Ça amenait beaucoup aussi de leadership du côté canadien qui était plutôt jeune. On sait que c'est une équipe qui est très, très jeune, mais Cornelius amenait un peu plus d'expérience malgré qu'il était très jeune. C'est un jeune défenseur, mais n'empêche que sa perte a été vraiment douloureuse pour l'équipe canadienne.
Ça, par contre, c'est ça, faut le donner à l'équipe canadienne, une équipe qui est jeune, donc qui a beaucoup d'espoir, en tout cas pour l'avenir. Se dirige vers des jours meilleurs, ça c'est certain. On aurait aimé les voir là, entrer, mais ça sera donc partie remise. Et je veux pas défendre l'équipe canadienne, mais je pense que aujourd'hui, je suis beaucoup plus déçu si je suis à la tête d'équipe USA que d'équipe Canada. Mais somme toute, tu sais, je peux pas être fier du parcours de l'équipe canadienne malgré tout. Je pense qu'on aurait pu faire davantage que ce qu'on a fait. Mais pour rejoindre ce que tu disais, Arius, c'est sûr que je ne sais pas si ça jase dans les bureaux de la MLS. Mais c'est sûr que ça doit être une déception pour la MLS de voir que les deux équipes du continent sur lequel on est sont pas capables de se démarquer dans ce tournoi-là. Et c'est là qu'on dû se dire, regarde, vivement la fusion avec la Liga MX. Mais tu sais, c'est un peu ridicule. C'est ça. Ben ça, c'est pour te démontrer que la Ligue mexicaine est encore très dominante et puis elle est encore plus dominante que la MLS qui a encore beaucoup de croûte à gagner au niveau, puis regarde, on n'a pas encore gagné une CONCACAF, hein? On en a parlé de ça aussi, on n'a pas encore gagné une CONCACAF, donc ça l'explique très bien tout ce qui se passe, exactement. Non, c'est ça, et quand je regarde une équipe comme Tigres, quand je regarde tu sais, il y a certains gros clubs qui sont là et qui performent très bien. C'est sûr que on a des croûtes à manger encore un peu. Je pense, sans être à la défense de l'équipe Canada et l'équipe américaine, je pense que l'équipe mexicaine jouait depuis longtemps, ou en tout cas était formée depuis plus longtemps, avait une meilleure chimie, ça c'est sûr. Mais par contre, ça excuse pas tout. Pour une fois, on s'est pas fait CONCACAF, mais au moins l'équipe canadienne s'est bien battue malgré tout, même si ça a été un peu compliqué durant le match contre le Mexique, mais n'empêche qu'il y a eu des flashs plutôt positifs du côté canadien, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont vraiment déçu, mais vraiment déçu. Et si on regarde la sélection canadienne tout court, l'équipe senior, l'équipe première, Canada, est-ce que on s'en va dans la bonne direction? On a quand même des joueurs solides. Ouais, vraiment. T'as Alphonso Davies, Jonathan David, Scott Arfield, Atiba, Kyle Aaron. La liste est longue, mais il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de potentiel, non seulement dans leur club en Europe, mais tu sens vraiment que l'équipe a une très bonne chimie et ça apparaît vraiment sur le terrain. Et c'est Jonathan vraiment David positif. qui a sorti, c'est aujourd'hui ou hier? Paris Saint-Germain, hier, Paris Saint-Germain. Hier. Et ça, j'espère que tout va bien aller pour lui. Ils ont passé en première place du championnat. À 3 points sur d'avance. Ça, c'est vraiment bien, mais donc, Jonathan David sorti sur blessure, j'espère que ça compromettra pas le reste de sa saison. Lui qui commençait à se replacer puis vraiment à trouver un rythme de croisière. Au début de la saison, on avait dit, c'est pas facile, Jonathan David, finalement, avec Lille, mais avait trouvé, là, finalement, son rythme depuis plusieurs matchs. Ça fait du bien aussi de le voir comme ça. Ben oui. Mais il faut s'adapter, hein, il faut s'intégrer, c'est comme ça partout. Mais on devrait avoir un beau parcours de l'équipe première là, d'ici la fin. Vraiment. Tu as vraiment beaucoup de potentiel. Puis tu as John Herman qui gère très bien ses joueurs. Donc, déjà là, Herman, c'est un gagnant. Et il y a beaucoup de positifs aussi du côté canadien. Tu sens que les joueurs s'améliorent beaucoup. Tu sens qu'il y a vraiment un altruisme au niveau du terrain. Et c'est que du positif parce que franchement, pour la première fois, je pense que je vais dire que le Canada vraiment m'inspire beaucoup que comparé aux éditions antécédentes, en fait. C'est vraiment vrai. Si on a une chance de percer, là, je pense que c'est là plus que jamais. Est-ce que Arius, je vais en revenir sur ce que tu disais, la MLS doit être déçue un peu. Est-ce que, selon toi, il peut y avoir ou il doit y avoir ou il y a des tractations ou du travail en coulisses au sein de la MLS pour faire un peu de lobby sur Soccer Canada et Soccer, en tout cas des États-Unis, pour dire, regarde, on devrait avoir tel sélectionneur parce qu'il est en MLS, on devrait avoir tel entraîneur-chef parce qu'il est à l'aise en MLS. Bref, est-ce qu'il doit y avoir du lobby de fait par la MLS sur les équipes canadiennes et des États-Unis? Ou on doit laisser les fédérations agir librement?
Ben, je crois, premièrement, cette ligue-là, elle a été, après la Coupe du Monde de 94, elle a été fondée justement pour le développement du foot américain, le développement du foot nord-américain en général, parce qu'on considérait aussi les équipes canadiennes, puisqu'il n'y avait pas d'équipe canadienne, ligue professionnelle au Canada. Aujourd'hui, les États-Unis utilisent beaucoup cette plateforme-là pour développer leurs jeunes joueurs de l'équipe nationale U15, U16, U17, U18 et les équipes olympiques. On voit plusieurs joueurs de l'équipe olympique qui est dans la MLS. On voit plusieurs jeunes joueurs qui arrivent de la MLS, qui s'en vont en Europe. Puis on a pris les exemples de Reynolds qui est à Roma, l'autre joueur qui est à Juventus, qui arrive qui a sorti. Donc, cette ligue-là, justement, c'est une visibilité pour le développement du foot américain. Après, tu as entièrement raison quand tu parles des fédérations. Les fédérations aussi ont une part à jouer là-dedans. Donc, aujourd'hui, le Canada a vu que c'était important d'avoir une ligue professionnelle au pays pour le développement des joueurs au pays. Aujourd'hui, on a une ligue. Donc, c'est sûr qu'elle ne ressemble pas à la MLS, mais c'est une plateforme encore là pour le développement, pour la continuité du développement de nos joueurs et avoir un jour la possibilité de participer à une grande compétition internationale. Puis tu sais, c'est une ligue, si on parle de la CPL, c'est une ligue qui va continuer à grandir aussi tranquillement, pas vite, qui va prendre son expansion puis son gabarit avec le temps. Je pense qu'on va ajuster certaines choses en cours de route. Je pense qu'au niveau des salaires, on a un gros travail à faire. Au niveau de la sélection qu'on fait des joueurs, des drafts et du scout. Bref, on est en train de mettre les bases sur de quoi de sérieux, de quoi d'intéressant, mais il y a encore beaucoup de travail devant. Mais puis juste pour te dire aussi, JF, excuse-moi Richard, après ça tu pourras rajouter ton expérience, c'est que tu vois quand la MLS elle est arrivée en Amérique du Nord, puis quand le Toronto FC, Vancouver Whitecaps et Montréal avaient leur académie, l'équipe nationale venait que chercher des joueurs dans ces trois académies. Ouais. Donc, ça veut tout dire. Pour eux, ben oui, parce que là, la fédération s'est dit, ben là, ces joueurs-là, le programme, le développement se fait déjà tout seul. Ils sont dans un encadrement professionnel et puis c'est plus facile pour nous de les intégrer avec nous pour aller en compétition que dans le passé, c'était difficile d'aller chercher un joueur qui vient de Royal Beauport, qui vient de Longueuil, qui vient de Phoenix, qui n'est pas dans un encadrement professionnel, qui se développe pas comme tous les joueurs doivent se développer. C'est un peu plus difficile. Puis ça, on l'a vécu dans le passé. Puis aujourd'hui, ben, le fait qu'on a ces trois équipes professionnelles-là, ben, ça nous permet d'avoir des joueurs mieux préparés. Puis c'est comment agir aussi dans un milieu professionnel puis dans ces compétitions-là. Et c'est un peu, en bout de ligne, c'est un peu ce que j'ai l'impression, le feeling que j'ai des équipes nationales, autant Canada qu'États-Unis, c'est justement qu'on veut pas se badrer à faire de la préparation de ces joueurs-là, alors qu'on aurait tout à gagner à avoir un programme d'entraînement national de haute performance, un peu comme le CNHP, mais à l'échelle canadienne, de dire on prend nos jeunes joueurs, on les développe, ils vont être bons, ils vont arriver avec l'équipe Canada, on va être fiers de les voir dans le maillot rouge avec la feuille d'érable, mais présentement, j'ai l'impression que justement, on tire ça d'un club de la MLS. Regarde, Vancouver fait un excellent travail pour développer des jeunes joueurs canadiens. Je pense que c'est la formation qui en a le plus présentement. Donc, on laisse aux équipes de la MLS le soin de développer les joueurs. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est mettre un coach qui va être capable de diriger le collectif. Puis that's it, c'est terminé, on s'en va en compétition. Alors que elle est peut-être là, la lacune. Vraiment. Puis même aussi le fait qu'on en parle justement du niveau du développement des jeunes. Si tu regardes un peu plus du côté de la PLSQ, tu as beaucoup de talents aussi du côté du Québec. Ben oui. Qui sont pas beaucoup exposés à travers les entraîneurs canadiens.
Si, exemple, je prends Mohamed Farsi, comme c'est l'exemple le plus parfait, en fait. Ce gars-là, c'est un joueur de futsal à la base, mais qui a réussi à percer l'équipe nationale canadienne des U23. Donc, déjà là, c'est un plus pour son développement. Puis qui a réussi à avoir des minutes de jeu, là. Aussi. Puis ça démontre à quel point, même en étant en PLSQ, que ce soit en CPR, même en CPR2, qu'il y a des pourparlers pour que ça se produise, mais déjà là, c'est un plus au développement des jeunes. Pas besoin d'aller en académie pour aller avoir un peu plus de visibilité. Ben non, et ça revient justement au point que je parlais avec Arius dans les podcasts BBN. Tu sais, Mohamed Farsi est l'exemple typique du gars qu'il se serait développé davantage si on aurait eu une structure parallèle de développement au circuit académique. Voilà. Je pense que si on aurait été en mesure d'offrir une genre de USL 3-2-1 à Mohamed Farsi, il serait encore plus dominant qu'il l'est présentement. Mais on n'a pas cette capacité-là, malheureusement, présentement, de le faire. Alors, il va falloir trouver les moyens. Mario Pépin nous dit pas de fracture pour David, c'est une grosse entorse, donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'avais pas vu passer la nouvelle, fait que merci de la précision. Fait que Jonathan David, on espère le voir avec la formation. Puis, me semble l'émission a passé comme vraiment vite. Elle a passé super vite. On a parlé des meilleurs buteurs, mais moi, ça m'intriguait. C'est pour vous autres, dans votre tête, qui serait le meilleur passeur? Pour ma part, Pozuelo. On va pas se mentir, Pozuelo, même à son arrivée, tu sentais déjà qu'il y avait meneur de jeu, bon meneur de jeu. Une classe à part, même à son premier match, tu vois qu'il marque un tour du chapeau, une passe décisive aussi. Donc, Pozuelo, pour moi, c'est le passeur numéro 1 de la Ligue. Okay. Mais il y a un joueur qu'il faut vraiment retenir aussi, qu'on ne parle pas du tout. C'est Mauricio Pereira de Orlando City. Dès qu'il est arrivé avec l'équipe, un joueur qui est capable de dynamiter l'offensive. Très bon balle au pied, possède une bonne touche, une bonne vision, capable de trouver les espaces entre les défenseurs. Donc, Pereira, c'est quelqu'un qui est très, très bon et je m'attends beaucoup de lui en général cette saison. Puis toi, Jeff? Pozuelo, je pense que effectivement, ça sera un des joueurs à surveiller. Mais je pense que le crew de Columbus se sont améliorés énormément en attaque. En tout cas, sont venus confirmer. On en parlait tantôt un petit peu qu'elle allait continuer le travail. Et Pedro Santos est, selon moi, un joueur qui pourrait permettre là, à d'autres joueurs d'éclater puis de continuer. Il avait bien fait la saison dernière. Je le vois encore dominant cette année. Super. Mais on voit qu'il y a des joueurs comme Castellanos, on a des joueurs comme Nani, on a des joueurs comme Lodeo, Quintero à Houston. À Houston, exactement. Pourrait très bien faire. Et un qu'il faut pas négliger, puis on parle rarement du CF Montréal, là, mais je pense que Georgi Mihailovic avait très bien fait. Là. Je vais essayer de trouver la statistique. L'an passé, avec Orlando, en 20 matchs, il avait quand même 6 passes. Ça le met comme, en tout cas dans le top 10 des passeurs la saison dernière en MLS. Mais voyez-vous, Pozuelo était à 9. Espinoza, Santos, Morris et Quintero étaient à 7. Donc, Mihailovic était à 6. Alors, il était pas très loin de la tête. Il était pas loin. Il faudra voir s'il est capable de trouver justement la tête de Jensen. Ça pourrait être concluant. Savoir s'ils vont jouer. On n'a aucune idée du schéma et de qui jouera pour le CF Montréal. C'est ça qui est stressant. Difficile de trouver un finisseur parce que les meneurs de jeu ont besoin d'un finisseur. Ouais. Donc, tout difficile de trouver des vrais finisseurs. Donc, l'année passée, un Pozuelo, il a été chanceux. Il y a eu un Altidore puis Akinola. Ouais. Donc, qui pouvait finir. Puis Maurice avait très bien fait aussi l'an dernier, Maurice, à Seattle. Donc, c'est très intéressant de voir aussi là-dessus. Parce que depuis que ces stats-là comptent, je trouve ça très intéressant de voir
Parce que pour moi, c'est le jeu le plus important avant le but. La dernière passe. Ouais, la dernière passe. Pour moi, c'est le jeu le plus important. Quelle est la plus concluante? Fait que, tu sais, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Puis, il y a des joueurs qui sont des experts. Hein? C'est pas tout le fun, mais je regarde, par exemple, un Matt Calfee. Quand il fait une passe, il en manque pas ben là. C'est rare qu'il trouve pas preneur. Donc, ça aussi, c'est des stats qui sont super intéressantes. Puis ça peut impacter aussi une rencontre. Donc, c'est très important aussi d'avoir une bonne vision de jeu. C'est vraiment important parce que c'est ça qui va faire en sorte que ton équipe va peut-être avoir une mèche offensive de plus et gagner un peu plus confiance au niveau du jeu. Et pourquoi en MLS, hein, souvent, quand on veut changer la dynamique d'un match, on fait toujours rentrer le joueur qu'on pense qu'il va mettre dedans. C'est rare, puis on parle de passes décisives, mais c'est rare qu'on va aller chercher un joueur puis dire, regarde, lui, on va le rentrer, il va nous faire la passe qui va nous faire marquer. Mais souvent, on cherche à dire on va aller chercher celui qui va mettre dedans, mais rarement, on va faire un changement dans les 20 dernières minutes de jeu pour dire, regarde, on va trouver le gars qui va être capable de la monter dans les pieds de celui qui va marquer, puis ce serait important des fois. C'est important des fois, ouais. Mais il y a des fois, je peux te dire que Jeff, l'entraîneur va chercher des fois le joueur qui va amener une énergie différente aussi, que ce soit sur l'aile gauche, que ce soit sur l'aile droite. Puis qui pourrait être le joueur qui amène la passe décisive avec un centre ou un cross. Mais effectivement, tu as raison. C'est souvent le joueur qu'on pense qui va faire le but égalisateur ou le but gagnant pour qu'on fait rentrer au fin de match. Et puis, je pense que c'est la game qui est faite ainsi. Au début de la saison dernière, en terminant, je termine avec ça, on a vu un Maxi Urruti qui était en feu, qui a dominé le sommet de la Ligue, quelques matchs en tout cas. Et là, je l'ai vu marquer à Houston. Il pourrait être dominant à son retour à Houston. Non. Non, mais soyons francs. Urruti, franchement, moi, j'ai jamais été fan de lui. Moi non plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cardio, mais franchement, c'est pas vraiment le type d'attaquant qui vient me chercher personnellement. C'est ce que j'ai à dire. Ça veut dire quoi? Il a 2 pieds gauche ou 2 pieds droits? Il est capable de rentrer au moins une fois sur 5, mais n'empêche que au niveau du repli défensif, c'est très, très bon chez un attaquant parce que ça dépend des entraîneurs aussi de leur tactique de jeu, mais franchement, Urruti, c'est pas quelque que je parle beaucoup dans mon cœur. On a eu un style de joueur comme ça. J'ai oublié son nom il était très rapide, là, le Sénégalais. Gouduro. Oui, exact. Un peu le même. Il en marquait des buts. Là. Sa première année à Columbus, il en a marqué pas mal. Mais après ça, c'était difficile pour lui. Il allait trop vite pour le ballon. À Montréal, on a eu beaucoup de joueurs qui marquaient des buts, mais qui ont jamais comme marqué l'histoire. Tu sais, on a eu Anthony Jackson-Hamel, là, quand même pas mal fait. Tu sais, c'est arrivé souvent qu'il est rentré dans un match, qu'il a mis le gros but, puis là, pouf, il joue même plus au soccer. Il joue plus au soccer. Tu sais, je regardais puis je parlais de ça avec mon gars cette semaine, puis c'est la même chose. Moi, Michael Salazar a quand même connu des grosses minutes avec l'impact de Montréal. À l'époque, mais il me semble qu'à chaque fois qu'il rentrait, il la mettait dedans. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait 10-15 livres de trop, mais il rentrait, il était capable de la mettre dedans. Et je pense qu'il est même plus en MLS. Si je me trompe pas, il avait été avec le Dynamo de Houston la saison dernière. Et je pense qu'on l'a juste pas signé encore. Fait que c'est terminé, je pense, pour Michael Salazar. C'était le genre de joueur qui était un bon 13e joueur. C'est vrai qu'il rentrait souvent, lui, puis quand tu parlais de le joueur qui rentrait, qui changeait l'énergie, je me souviens très bien dans son temps, quand il était avec l'Impact, quand il rentrait, il faisait souvent une différence où il changeait un peu le match. Définitivement, je suis d'accord avec toi, Jeff. Je pense que oui. Je pense que c'était dans le vestiaire le problème. Ou en dehors du terrain. Il y avait pas dehors du terrain. C'est ça, exact. Ouais. Fait qu'il y avait peut-être des petits à côté qu'on connaît pas, mais bon, c'est libre à lui. Oui, définitivement. Hey, une superbe soirée, guys. Ça a bien été, hein?
Super. Excellent. La semaine prochaine, on va commencer vraiment à être en action. Tranquillement, on va s'approcher là des matchs. On sait que la saison commence le 16. L'Impact, le CF Montréal commence sa saison le 17 face à Toronto. Ça va être un match super. J'ai vu la publicité de TVA Sport, j'ai adoré. Moi, je trouvais qu'il avait fait une belle toune hip-hop, que c'était jeune et rafraîchissant. Mes enfants, ils ont comme fait cochonnerie. La toune n'est même pas bonne. Mais non, je trouvais qu'on avait tenté de rajeunir le public avec cette approche-là du côté du CF Montréal et de TVA Sport. Donc, j'ai trouvé ça super dynamique. Mais c'est ça. Donc, tranquillement, pas vite, on va rentrer dans l'analyse là, des matchs, de quoi pourrait avoir l'air là, les 11 de départ pour Toronto et Montréal. Fait que tranquillement, pas vite, on va enfin se parler de soccer. On va arrêter de parler de rebranding. Ça, j'ai hâte. Mais j'espère que Montréal va être prêt parce que Toronto, en fait, vendredi, en fait, ils ont joué contre Columbus puis ils ont gagné 4-2, match préparatoire. Ils se préparent pour la CONCACAF Champions League. Donc, j'espère que Montréal va être prêt le 17. Parce que c'est ça, exactement. Toronto, là, qui ont commencé déjà à avoir pas mal de mouvements. Il y aura 2 matchs hors saison pour le CF Montréal. Non pas contre des clubs de premier plan. Là, il y en a un contre les Rudies de Tampa, me semble, puis l'autre, là, ça m'échappe. Mais donc 2 matchs quand même. Au moins, ils auront 2 matchs pour se mettre à la page, mais c'est ça, Toronto, donc sont déjà en mouvement. Faudra rapidement tomber dans cette rencontre-là si on veut avoir une chance de battre. Puis vu que c'est le début de la saison, selon vous, les boys, Toronto rentre-tu là dans l'esprit de gagner ce match-là ou il rentre là en l'espoir justement de dire, regarde, nous autres, on a des gros matchs à jouer en dehors de la MLS ou en CONCACAF en début de saison, donc on va y aller sur le break un peu, puis on va se concentrer sur la CONCACAF où ils vont vraiment tout donner dès le début. Non, un derby, c'est un derby. Je pense qu'un derby, c'est fait pour être gagné. Donc, Toronto vont vraiment comme aller au maximum, même si t'as pas la foule, t'as pas l'enjeu énorme que la CONCACAF Champions League a, mais n'empêche que c'est quand même un derby. Mais Toronto va quand même sentir fort. J'ai hâte de voir. J'aurais aimé ça qu'il y ait des fans pour ce match-là. Tu sais, tu peux pas avoir le derby Montréal-Toronto comme ça en début de saison avec personne. Ah, c'est plate, là. Hey, c'est fou, raide. Et en plus, ça se joue en Floride. C'est ça le pire. On pourra pas les voir, peu importe. Peu importe. C'est dommage, mais bon, faudra faire avec. Mais j'espère que le CF Montréal va sortir fort. Je pense que je vois une belle saison pour eux autres, mais c'est ça, faut qu'ils sortent très, très fort dès le début. J'aurais aimé ça qu'on explique à Toronto qu'ils n'ont pas rapport en CONCACAF parce qu'ils sont pas champions. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça, c'est un autre débat complètement. Mais c'est ça. Non, j'ai hâte de voir Altidore. Il pourra pas faire cheat à personne. Non, c'est ça, exactement. Mais tu l'as bien dit, Altidore ne pourra pas faire chute, mais il est en pleine forme en ce moment. Puis surtout, quand il est actif comme ça sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il sait qu'il est en capacité de le faire puis de répliquer sur le terrain. Puis il a marqué un but vendredi soir de toute beauté. Donc, on voit qu'il est en pleine forme et puis il est prêt pour la saison. Donc, c'est sans farce, Josie Altidore, c'est le genre de joueur que j'adore détester parce qu'il est avec Toronto, mais demain matin, le CF Montréal m'annonce la signature de Josie Altidore, je suis pas déçu. Moi, je reprends mes billets de saison, c'est tout. Tout de suite. Sûr, c'est réglé. C'est réglé. C'est cette année. Et je pensais sincèrement que c'était la fin, la saison dernière de Altidore avec Toronto. Je trouvais que ça commençait à être étrange. Il avait manqué beaucoup de matchs. Puis là, j'étais pas sûr. Il est-tu vraiment blessé? Il est-tu pas blessé? Veux-tu jouer? Veux-tu pas jouer? Mais finalement, ça semble être à Toronto pour y rester. Il semble très à l'aise là, avec cette formation-là. C'est comme le cas de Michael Bradley aussi, comme quoi on n'était pas sûr aussi de sa situation contractuelle. Lui, par contre, c'est le joueur que je déteste le plus du côté de Toronto. Là, je vais pas vous mentir, je déteste Bradley. Le fait qu'il chiale aux arbitres à chaque fois juste pour une petite faute ou quoi que ce soit. C'était-tu
C'était-tu Davy Arnaud qu'on avait à Montréal qui se plaignait toujours aux arbitres? Ouais. Je me souviens plus, mais ça qu'on Oui, avait ouais. un. Chaque fois qu'il se faisait je pense accrocher, je là, pense que c'est lui. il roulait à terre pendant 10 minutes. Ouais, je pense que c'est lui. Mais Davy Arnaud, Divayo, ils aimaient pas trop les arbitres. Non. Non, c'est ça. Excellent. Fait que ça fait le tour pour ce soir. Je veux Merci. vous remercier, les boys, d'avoir été là. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre Merci, édition Richard. de Merci, MLS Franco. Bye bye, les boys. Salut. Super, bonne soirée. Salut, Jeff. Salut.